On continue de se poser cette question de savoir qui sort effectivement vainqueur de cette séquence. Et encore une fois, je le sais, la question est vraiment, vraiment binaire. Mais pour continuer de se poser cette question, on va prendre la direction du terrain parce qu'il faut le rappeler. Ces communiqués, ces déclarations, elles arrivent à l'issue d'une nuit compliquée, jusqu'à la dernière minute, oserais-je dire, sur le terrain avec des frappes importantes sur Beersheva, à nouveau meurtri pour la 3e fois et un bilan toujours provisoire de 4 morts. On vous retrouve Claire Cambier, on le voit, voilà derrière vous, les secours sont à l'œuvre. Exactement, vous le voyez sur ces images de Vincent Wartner, l'immeuble juste en face de nous a été frappé et les secouristes sont en train d'enlever tous les débris, tous les gravats. Ils sont en train de vérifier tous les appartements pour checker qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes. On compte pour l'instant 4 morts, une dizaine de blessés. Vous le disiez, Beersheva de nouveau meurtri quelques instants seulement avant le début du cessez-le-feu. Alors on a pu rencontrer des habitants du quartier, ils sont sonnés, choqués, beaucoup évidemment très attristés par la situation et ils se demandent si ce cessez-le-feu va vraiment tenir. Certains se montrent très sceptiques, d'autres veulent garder espoir. On nous dit qu'il faudra attendre de savoir ce qu'il en est. Et juste à l'instant avant de vous parler, eh bien, nous avons reçu une alerte de l'armée qui indiquait que des missiles avaient été identifiés en partance de l'Iran et information donc à vérifier dans les prochaines minutes. Voilà, Claire Cambier, pendant que vous nous parlez, on me fait signe, on me signale une nouvelle alerte. Voilà, et c'est ce que vous venez de valider d'ailleurs en direct. Ce que ça veut dire de la fragilité de la situation. Je remercie infiniment, j'ai oublié de le faire et je m'en excuse, Vincent Wartner qui est avec vous sur le terrain et on vous retrouve un peu plus tard tous les deux. Donc on nous signale l'alerte, vous nous le confirmez en direct, ce que ça veut dire de la fragilité. Alors on parlait de la fragilité justement et on entendait en fait tout à l'heure, alors on parlait ici, le porte-parole de l'armée israélienne a dit c'est pas la fin. Il a dit aux soldats et aux médias on doit se garder en alerte parce que ça peut continuer. Et ça prouve très clairement qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Si ça touche le sol israélien et s'il y a encore des morts, bien évidemment, on peut imaginer que ce cessez-le-feu est plus que fragile aujourd'hui. Expliquez-nous, Xavier, comment on passe de Siavosh Ghazi, il y a quelques instants depuis Téhéran, qui dit mais non, c'est dès 4h du matin, l'Iran qui dit nous, on acte le cessez-le-feu et on est à 9h, il est 9h32, il y a une nouvelle alerte sur Israël qui vient pourtant de dire que c'était bon pour le cessez-le-feu. On va voir comment se conclut cette alerte. Il y a beaucoup de précautions qui sont prises par le commandement terrestre d'Israël pour mettre les Israéliens à l'abri, surtout après la tragédie de Beersheba dans les derniers instants avant la trêve, si jamais elle tient. Donc les mesures de précaution, les alarmes qui retentissent, ça vise le nord du pays, entre Tel Aviv et la frontière libanaise, à peu près jusqu'au plateau du Golan d'ailleurs. Il faut attendre de voir si les missiles arrivent effectivement ou si l'alerte était une alerte de précaution de la part des Israéliens qui s'attendent à tout dans les derniers moments jusqu'à ce que des nouveaux missiles soient frappés et puissent tuer ou blesser des Israéliens dans les dernières minutes avant ce qui pourrait être un début de résolution de ce conflit. Vous vous souvenez qu'on avait dit au tout début de l'opération, le vendredi 13, qu'Israël partait sur une opération d'une quinzaine de jours. On en est à 12. Pour les Israéliens, c'est pour eux, vu les objectifs atteints, le bon moment. Mais est-ce que les Iraniens vont le décider de la même manière ? On n'a pas tout à fait la réponse. Question bonus, il faut rappeler le plan qui a été mis sur la table par Donald Trump. Vous pouvez peut-être nous l'expliquer en détail, Xavier de Giacomoni. C'est-à-dire, chacun son tour, mais c'est 12 heures. D'abord, l'Iran dépose les armes, puis Israël dépose les armes. Exactement. Oui, c'est assez curieux parce que généralement, en cas de cessez-le-feu, les deux belligérants stoppent toutes les opérations à la même seconde. En fait, c'est vraiment au même instant, au même moment. Là, il y a un décalage de 12 heures pour des raisons que Donald Trump pourra peut-être nous expliquer. Moi, je les vois pas pour le moment, mais peut-être que les Iraniens aussi ne voient pas les choses de la même manière. D'autant plus que le ministre des Affaires étrangères dit nous, on cessera le feu si Israël cesse le feu. Donc déjà, là, vous voyez, il y a une ambiguïté, mais on n'a pas formellement d'accord. C'est quand même ce qu'il dit. Donc en revenant au pied de la lettre, il peut encore y avoir sur 12 à 24 heures des zones d'incompréhension qui permettent à chacun des deux belligérants de continuer certaines opérations.
Vous êtes d'accord avec cette fragilité du plan Trump sur la table? Je suis comme Xavier, je m'étonne de ce décalage. C'est très étonnant. A-t-il des raisons peut-être, mais pour l'instant on ne les connaît pas. Est-ce totalement irrationnel? C'est aussi une hypothèse qu'on peut pas écarter. Je sais pas ce que ça veut dire. Je reviens sur la question de savoir, dans cette guerre de communication qui s'en sort en réalité réellement par le haut, on va revenir sur Donald Trump, mais de l'Iran ou de Benjamin Netanyahou? Moi, si ça tient, et je dis bien si parce qu'il faut vraiment prendre avec les pincettes, pour moi c'est Donald Trump. Parce que Benjamin Netanyahou a beaucoup de problèmes en interne à régler, il a encore Gaza, et il n'a pas tout gagné, et je pense pas que... Enfin, il a peut-être soudé momentanément son peuple derrière cette question iranienne, mais c'est très momentané. Trump, s'il a réussi, notamment pour des questions internes, ça lui permet de dire je vous ai promis des choses pendant la campagne et depuis, et là pour le coup je livre. Mais Benjamin Netanyahou n'est pas celui qui aujourd'hui de Téhéran à Israël ressort par l'eau, parce que le plan de paix qu'on vient de voir, de dire c'est d'abord l'Iran qui dépose les armes et puis ensuite Israël, n'est-ce pas une manière de dire c'est l'Iran qui a perdu, et pardonnez-moi encore une fois les expressions simplistes, et donc il doit plier le genou en premier, alors, et Israël sort vainqueur? D'un point de vue militaire, oui. Mais c'est pas que militaire, c'est aussi des questions politiques, et les questions politiques et les autres zones d'opération, notamment Gaza, sont pas résolues. C'est pour ça que je dis, pour Israël, ce n'est qu'une partie du problème actuel, alors que pour Trump, c'était vraiment une promesse, en quelque sorte, qui tenait. Et comme on sait qu'il a tenu beaucoup de promesses qu'il n'a pas... Enfin, il a promis beaucoup de choses qu'il n'a pas tenues. Pour moi, c'est plutôt Donald Trump, parce que Netanyahou n'aurait pas pu arriver à ce cessez-le-feu, notamment sans l'aide de Donald Trump, notamment les GBU 57 qui ont été largués ce week-end. Et je sors à nouveau, Donald Trump, de ma question entre l'Iran et Israël. Quand on dit c'est d'abord l'Iran qui dépose les armes, est-ce que c'est une manière pour Trump de dire c'est l'Iran qui plie? Bien sûr. Oui, c'est une évidence. Et c'est d'ailleurs certainement la raison de ce cessez-le-feu qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui paraît extrêmement étonnant dans sa mise en application. L'Iran se retrouve totalement isolé. Vous savez que le ministre des Affaires étrangères est allé hier à Moscou voir Poutine. Il y a une réflexion de Peskov, moi, avec le porte-parole du Kremlin, qui m'a franchement étonné hier, qui dit que on pourra répondre à certains besoins de l'Iran s'il les exprime. Et il termine en disant, comme je l'ai dit, la Russie enverra ses pensées et ses prières pour un ami, un partenaire stratégique qui a fourni de l'armement décisif en grande partie dans la guerre en Ukraine à la Russie. C'est quand même extrêmement court. Donc c'est comme un dernier hommage, quoi. Ne peut plus. Oui, exactement. Oui, on a l'impression que c'est la couronne, les fleurs et resquet et une pace. Mais et l'Iran a perdu au fil du temps tout ce qu'on a appelé l'axe de la résistance. Ça commence avec le drame, le pogrom du 7 octobre, perte du Hamas, du Hezbollah, de la Syrie évidemment avec le départ de Bachar al-Assad, qui d'ailleurs est réfugié en Russie, et certains caciques du régime iranien ont pensé à un moment devoir se réfugier en Russie.